Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on entend une petite musique dans le marché. Il faut absolument détenir des actions américaines, quitte à les privilégier dans un portefeuille au détriment des actions du reste du monde. Et vous avez un argument assez étonnant, c'est de dire la lutte des classes, je résume, plombera les actions américaines à terme. Alors avant que vous développiez, parce que ça intrigue évidemment, ce qu'on peut constater, c'est que c'est vrai, les actions américaines sont chères par rapport à celles du reste du monde, mais ça se justifie tout de même assez par rapport aux croissances bénéficiaires qu'elles ont affichées ces dernières années. Alors, ça c'est toute la question. Est-ce que ça se justifie par cette croissance bénéficiaire? Parce que c'est vrai que la valorisation elle est plus élevée aujourd'hui. L'écart n'a jamais été aussi grand, alors qu'elles avaient un peu la même valorisation, que ce soit en PR des Schiller ou en valeur d'entreprise sur profit historiquement. Et ça, c'est un graphique qu'on voit apparaître, un graphique sur longue période, depuis 1995. En effet, on avait un alignement des valorisations jusqu'à 2008, grosso modo, et à partir de là... On a eu un découplage croissant. Et alors c'est vrai que les profits, ils ont plus progressé aux États-Unis que dans le reste du monde. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on parle de valorisation aujourd'hui, on parle de profits futurs qui sont pris en compte. Et c'est eux qui vont être importants. Donc est-ce que cette croissance bénéficiaire, elle va de nouveau être plus forte aux États-Unis que dans le reste du monde dans les années prochaines? Et pour comprendre ça, il faut comprendre les raisons pour lesquelles elle a été plus forte, c'est vrai, les 14 dernières années. Alors elle était plus forte déjà parce que les sociétés américaines sont pour beaucoup des sociétés technologiques. Pas toutes, loin s'en faut, mais la part des sociétés technologiques dans les indices est beaucoup plus importante. Et ce sont ces sociétés technologiques qui ont fait la croissance. Alors, en partie, c'est vrai, mais en fait, il faut voir que cette survalorisation américaine et cette surcroissance des bénéfices, elle a été plus forte également dans les petites valeurs. L'écart a même été plus grand. Donc, tout ne s'explique pas par les GAFA. Et donc, il faut regarder vraiment dans la structure des profits, qu'est-ce qui a évolué. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un facteur qui a complètement changé et qui a évolué de façon différente aux États-Unis et dans le reste du monde depuis 2006, c'est la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail. Ce qu'on peut voir, c'est que historiquement, et notamment en l'an 2000, on avait à peu près la même part pour les travailleurs dans la valeur ajoutée aux États-Unis et dans le reste du monde. Dans les économies avancées, là, oui, dans les pays développés. Hors États-Unis. En effet, on est à peu près au même niveau. Voilà. Et après, ça chute du côté américain. Et même aux États-Unis, ça avait été stable historiquement. On était dans un corridor 63-66%, oui, absolument. Voilà, en fonction du cycle économique. Mais à partir de 2000, ça décroche. Ça décroche pour s'établir ces dernières années dans un corridor plutôt 58-60%. Et la différence est colossale. Ça représente... Alors que, oui, dans les autres économies avancées, c'est resté stable. Et ça a même remonté un petit peu depuis la crise. Tout à fait. Donc on est aujourd'hui dans un écart qui est vraiment important et qui, si on devait revenir aujourd'hui, par exemple, au niveau des États-Unis d'il y a 15 ans, ça représenterait, certains ont calculé que ça pouvait représenter entre 2 000 et 3 000 $ par travailleur et par an. Donc c'est des sommes réellement significatives. Or, la question, c'est est-ce que ce décalage dans la répartition de la valeur ajoutée en défaveur des travailleurs peut persister aux États-Unis? Là, est-ce qu'on n'a pas atteint une limite? Alors, c'est même pire que ça, parce qu'en fait, si vous voulez justifier le niveau de valorisation aujourd'hui, qui est plus élevé aux États-Unis que dans les autres pays développés, il faut penser que cet écart, il peut continuer à s'aggraver. Ou alors que d'autres facteurs vont prendre le relais, mais que cet écart va s'aggraver. Or, la question sociale, elle est très présente aux États-Unis. On voit aujourd'hui tout de même que la question des travailleurs pauvres est centrale dans le débat politique américain. Oui, c'est peut-être déjà ce qui a expliqué l'élection, à l'époque quand même surprise, de Donald Trump. Et donc, si vous pensez, même s'il n'a pas corrigé le phénomène du tout, mais si vous pensez que cet écart, en fait, va se résorber dans les prochaines années, et que les États-Unis vont se reconnecter avec la situation des autres pays développés, dans ce cas-là, la valorisation des actions américaines devrait être inférieure à celle des autres pays développés. Mais c'est vrai que souvent, le marché regarde dans le rétroviseur, et comme il y a eu une croissance bénéficiaire plus importante, eh bien, il se dit que ça va continuer en tirant les lignes. Mais à mon avis, c'est très dangereux. Alors, c'est très dangereux socialement, politiquement et aussi économiquement, parce qu'à terme, on ne voit pas comment on maintient des équilibres viables.
la question tout de même, c'est, OK, sans même imaginer une reconnexion, parce que Ouais. le rapport de force aujourd'hui entre capital et travail est plutôt en faveur du capital. Le maintien au niveau actuel appellerait correction des valeurs américaines? Eh bien, en tout cas, il appellerait à ce que les valeurs américaines ne soient pas plus valorisées que les autres valeurs du reste des autres pays développés. Et il y a un autre facteur qui a joué, parce que c'est la structure financière des entreprises américaines. Mhm. Hein, avec ces rachats d'actions massifs des entreprises américaines ces dernières années, qui, alors que les profits des entreprises américaines étaient stables, ont permis une croissance du bénéfice par action. Et Oui, ça, parce que c'est ça que le marché a joué. Il faut bien préciser, parce qu'il n'y ait pas de confusion. Les profits sont restés stables, mais les bénéfices par action ont augmenté. Et ont tiré les cours. Or, le bénéfice par action, c'est le bénéfice total divisé par le nombre d'actions. Voilà, exactement. Or, quand on rachète des actions, comme l'ont fait les entreprises américaines, en levant de la dette, eh bien, on fait progresser mécaniquement les bénéfices par action. Et aujourd'hui, on est à des niveaux absolument records d'endettement des entreprises cotées américaines, qu'on n'avait jamais atteint qu'en période de crise où les profits étaient comprimés. Mais là, on a le même niveau d'endettement de dette sur profit, mais avec des profits en haut de cycle qui sont importants. Donc c'est un facteur de risque qui est important. Et c'est là encore quelque chose qui ne pourra pas se reproduire dans les prochaines années. On peut plutôt penser que, par exemple, les entreprises japonaises pourront très facilement s'endetter un petit peu pour acheter leurs actions et ainsi faire progresser beaucoup plus vite leurs bénéfices par action que les entreprises américaines, que imaginer que l'écart va continuer à se creuser indéfiniment. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Donc, on a compris votre argument. La répartition de la valeur ajoutée entre travail et capital a atteint des niveaux profonds, enfin, passablement défavorables au travail aux États-Unis. Ça semble peu soutenable à terme, mais on a tout de même une expérience assez inédite outre-Atlantique de relance budgétaire massive alors que l'économie est en haut de cycle. Et ça, est-ce que ça ne peut pas continuer à alimenter la machine, tant économique que financière? Alors tout à fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, aux États-Unis, je dirais tout va bien. C'est-à-dire qu'on a effectivement le consommateur également qui a jamais été aussi optimiste depuis l'an 2000. On a donc cette politique fiscale avec un chômage au plus bas qui a consisté à faire exploser les déficits budgétaires et donc qui a stimulé très fortement l'économie. Et on a eu cette croissance bénéficiaire des entreprises qui est soutenue par ces rachats d'actions, cet endettement. Voilà. Donc tout va bien, je dirais. Donc forcément, on a l'impression que ça peut durer éternellement. Que ça peut durer éternellement, il n'y a plus d'incertitude. On est même aujourd'hui très confiant sur la réélection de Donald Trump. Et donc on ne voit pas ce qui pourrait perturber cette belle machine. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les valorisations, elles discomptent des profits futurs. Et donc c'est l'avenir qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui peut aller mieux aujourd'hui aux États-Unis que ce qui est déjà le cas? Peu de choses. Et donc ça veut dire que le risque, dans tous ces domaines, il est plutôt à une détérioration qui pèsera sur les bénéfices. Alors qu'en Europe, au Japon, vous avez plusieurs de ces facteurs qui sont aussi favorables, et puis vous avez pas mal de facteurs qui sont beaucoup moins favorables, hein, comme la politique fiscale ou comme les rachats d'actions par les entreprises. Donc le potentiel d'amélioration est supérieur, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, et donc le potentiel de croissance future, il est probablement supérieur. Oui. Et c'est ça qui compte. Exactement. Il y a aussi un phénomène qu'il faut peut-être souligner, et quand on en parlait en préparant cette émission, ce sont ce que vous appelez les ventes d'insiders. Parce que ça, c'est peut-être un signal que les choses pourraient ne pas durer aux États-Unis. Alors, il faudrait préciser de quoi on parle. Ce sont les ventes par les dirigeants d'entreprise des actions de ces mêmes entreprises qu'ils détiennent. Tout à fait. On a aujourd'hui une situation où en 2019, sur 12 mois glissants, on a atteint un niveau de vente par les dirigeants d'entreprise de leurs propres actions à titre personnel qui a atteint un niveau record depuis l'an 2000. Hein. Ce qui avait été un assez bon signal aussi à l'époque. Et à l'inverse, de façon plus anecdotique, mais nous, on préfère être dans les entreprises où les dirigeants sont tellement convaincus de la solidité de leur entreprise et de ses perspectives qu'ils vont racheter des actions. On a vu Xavier Niel chez Iniad très récemment, mais il y en a d'autres. Et c'est là où aux États-Unis, on est dans une situation assez paradoxale, hein, c'est-à-dire que vous avez les mêmes dirigeants d'entreprise qui choisissent de vendre leurs propres actions à titre personnel,
mais qui par contre les font racheter par leur entreprise avec des niveaux de rachat d'actions en 2019 qui eux aussi ont atteint des records. Donc je dirais que c'est quand même un paradoxe qui est quand même assez troublant. C'est même pas un paradoxe, je pense qu'on est en plein conflit d'intérêts. Et que, en tout cas, c'est un mauvais signal, en effet, et c'est un signal dont il faut tenir compte lorsqu'on analyse les choses. Alors, est-ce que tout de même, on ne pourrait pas se dire, OK, en effet, il y a plein de choses qui ne semblent pas soutenables à terme aux États-Unis, mais en même temps, on a un facteur mécanique qui peut continuer à alimenter la hausse des actions américaines, c'est le développement exponentiel de l'industrie des ETF, ces fonds indiciels, qui répliquent les indices et donc achètent leurs composants. Et ça a un effet indubitable, c'est que ce qui a monté continue à monter parce que finalement, on continue à acheter ce qui a marché. Et plus ça monte, plus ça grossit et plus on en achète. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer que effectivement le phénomène de bulle soit particulièrement marqué aujourd'hui à cause de la gestion passive. Même si je pense que c'est vrai que ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que les flux vont toujours vers ce qui a le mieux fonctionné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la polarisation du marché, qui est géographique comme on l'a dit, mais qui est aussi entre valeur de croissance, valeur value, et entre large cap et small cap, est particulièrement marqué et ça peut être un facteur d'explication. Mais c'est là où justement, c'est peut-être ça qui explique les excès où on est aujourd'hui. Impossible de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, mais clairement, c'est ça qui appelle à la prudence et plutôt à la contrariance, parce que ça veut quand même dire qu'il y a probablement des valorisations en dehors de ces indices qui sont beaucoup plus intéressantes à long terme. Et puis, il faut se souvenir que lorsque tout le monde veut un même type d'action, c'est le moment peut-être de se méfier. Tout à fait. Louis, merci. Merci Vincent.